Bonjour. Ce qui fait la distinction entre l'hydraulique à surface libre et l'hydraulique fluviale, c'est la présence de sédiments qui composent les lits et les berges des rivières. Je vais vous parler aujourd'hui de ces sédiments. Je vous parlerai d'abord de leurs propriétés, puis de ce qu'on appelle les cycles des sédiments. Je vous expliquerai aussi, de manière générale, la relation entre l'évolution de la pente longitudinale et l'évolution de la taille des sédiments le long d'une rivière. Et finalement, je vous donnerai quelques hypothèses de base que nous utiliserons dans la suite de ce cours. Commençons par parler des propriétés physiques des sédiments qui seront importantes pour les caractériser et aussi pour faire des calculs dans la suite du cours. La principale propriété, et probablement la plus utilisée par la suite, est la dimension des grains. Ces images montrent deux cours d'eau très différents par leur pente, leur taille et aussi par leur granulométrie. La rivière de montagne, à gauche, a des sédiments plutôt grossiers, tandis que la rivière de plaine, à droite, a des grains plus fins, notamment du sable. Nous pouvons classifier les sédiments en plusieurs catégories en fonction de leur diamètre équivalent. Ce diamètre correspond à la dimension minimale de la maille du tamis à travers laquelle les grains passent. Les particules plus petites, avec des dimensions comprises entre 0,2 et 2 micromètres, constituent ce qu'on appelle les argiles. Normalement, ces sédiments présentent de la cohésion. Pour des dimensions entre 2 micromètres et 0,02 mm, on a les limons. Dans cet exemple, on voit une rivière où l'eau qui coule présente une couleur blanche. Ceci résulte de la présence de limons en suspension qui sont typiquement produits par l'érosion des glaciers. Entre 0,02 mm et 2 mm, on a les sables, comme on le voit sur cette figure du rang, dans des régions alluviales à faible pente. Revenons sur une figure déjà présentée, sur laquelle, en plus des limons, nous voyons aussi des bandes de sédiments plutôt grossiers. Ce sont des graviers avec des dimensions qui sont typiquement comprises entre 2 mm et 20 mm. Finalement, dans les zones de montagne, comme c'est le cas pour ces cours d'eau, on trouve fréquemment des gros sédiments qu'on appelle des galets. Ils ont une taille comprise entre 20 mm et 200 mm. Cette image montre bien que dans une rivière, on peut s'attendre à voir coexister plusieurs tailles de sédiments. Donc, pour caractériser les sédiments sur base de leurs dimensions, on se servira plutôt de la distribution statistique des tailles de sédiments. C'est ce qu'on appelle la distribution granulométrique ou simplement granulométrie. Dans ce cas, on est en présence d'une distribution bimodale parce qu'on retrouve surtout deux tailles de sédiments très distinctes, les limons et les graviers. Dans cet exemple d'une rivière de montagne, nous observons la présence de plusieurs types de sédiments, surtout grossiers, qui se classent dans les familles qui vont des sables aux galets. Et dans ce cas-ci, nous observons une granulométrie encore plus étendue qui va des argiles aux galets. La distribution granulométrique se représente sur un graphique de ce type. Le graphique reprend en ordonnée le pourcentage de grains inférieurs à un diamètre donné présent dans un mélange, ce qui nous permet de bien observer la distribution statistique des grains en fonction de leur taille. Par exemple, on peut voir que 70% des sédiments ont moins de 1 mm de diamètre. Une autre caractéristique importante des sédiments est leur forme. La forme des grains influence la vitesse de chute et aussi d'autres aspects de la dynamique du transport sédimentaire. On classifie les sédiments selon leur forme à l'aide du facteur de sphéricité. Ce facteur indique à quel point la forme d'un grain se rapproche de la forme d'une sphère avec le même diamètre équivalent. Il s'exprime comme le rapport entre la dimension de l'axe minimal du grain et la racine du produit de la dimension de l'axe maximal avec la dimension de l'axe intermédiaire. Dans le cas d'un grain sphérique, ce coefficient vaut 1. Voici quelques exemples de formes de sédiments
avec leur facteur de sphéricité. Un grain de sable a un facteur typique de l'ordre de 0,7. Une autre propriété importante pour la dynamique du transport sédimentaire est le poids propre des sédiments, c'est-à-dire leur densité. La densité des sédiments dépend de leur composition minéralogique. Comme la plupart des sédiments sont composés de quartz et de feldspath, on utilise typiquement une densité de 2,65. Enfin, nous devons considérer la vitesse de chute des sédiments. C'est un paramètre important pour la dynamique sédimentaire, notamment pour caractériser la suspension des sédiments dans l'écoulement. Elle dépend de la forme et du poids immergé des sédiments. Il faut savoir que la vitesse de chute d'un ensemble de particules est différente de celle d'une particule isolée. Maintenant, nous allons parler du cycle de vie des sédiments. Ce concept a pour objectif de décrire comment les sédiments se forment, comment ils sont transportés et comment ils s'accumulent au creux des dépôts. C'est de ces trois processus qu'on va parler dans la suite, en utilisant le bassin versant comme territoire de l'analyse. Les sédiments sont produits par érosion, dus par exemple à des actions mécaniques telles que les chocs, comme on le voit ici, ou dus à l'action du vent sur les roches. Ou dus à l'action de l'eau. Finalement, il y a production de sédiments par des actions thermiques, qui existent sur tout le bassin. La production de sédiments se fait surtout en montagne, où les pentes sont raides, mais elle peut aussi être importante en plaine. Le transport des sédiments le long du bassin se fait surtout par l'action de l'eau et du vent. Nous allons maintenant étudier en détail comment se fait le transport des sédiments en milieu fluvial. Quand les sédiments sont transportés le long du bassin, ils subissent un processus de fragmentation par usure et par frottement entre eux. Pour cette raison, le diamètre et le poids des grains diminuent vers l'aval. Cet aspect a été étudié par Sternberg, qui a établi que la décroissance du poids des grains se fait vers l'aval suivant une loi exponentielle négative. Nous voyons ici un diagramme de Sternberg pour le rang. Ce graphique, en échelle logarithmique, montre bien la décroissance du poids P et par conséquent de la taille des sédiments le long du fleuve. Finalement, on a les processus de dépôt, d'accumulation temporaire et de remobilisation des sédiments. On a ici une image de plage de sable. Les plages et les océans sont les dépôts finaux des sédiments et ils sont alimentés par les bassins versants des continents. Néanmoins, au milieu des bassins versants, on peut avoir des dépôts de sédiments définitifs ou presque définitifs, comme c'est le cas des réservoirs artificiels provoqués par les barrages. Les plaines d'inondation et les formes de fond des rivières, telles que les bains de sable, sont des dépôts temporaires de sédiments qui sont remobilisés occasionnellement par des crues. Je vais vous parler maintenant, de façon qualitative, de quelques notions de morphologie fluviale et de l'évolution de la pente des rivières vers l'aval du bassin. Commençons par imaginer un tronçon de rivière pour analyser l'influence de la quantité de sédiments qui affluent. Sur ce tronçon, on a un apport de sédiments venant de l'amont. Supposons que la quantité de sédiments introduits par l'amont est compatible avec la capacité de l'eau à les transporter. Ça signifie que les sédiments introduits par l'amont sont transportés le long de ce tronçon et que la même quantité sort à l'aval. Dans ce cas, le tronçon de rivière est en équilibre. Imaginons maintenant qu'on augmente la quantité de sédiments amont, mais qu'on maintient le débit liquide. Cette augmentation est supérieure à la capacité de l'écoulement à transporter la totalité des sédiments. Donc, les sédiments vont se déposer sur le lit, changeant sa morphologie initiale. On reprend le même exemple de tronçon de rivière en équilibre pour voir maintenant l'influence de la variation du débit liquide.
on va considérer que le débit solide se maintient, mais qu'on augmente le débit liquide comme le montre la figure. La capacité de transport de sédiments par le courant d'eau va augmenter. Ça signifie que l'écoulement va avoir la capacité d'éroder le lit, changeant sa morphologie initiale. C'est le moment de vous expliquer le concept de la balance de Lane, introduit en 1956. Sur ces schémas, qui se veulent plutôt descriptifs et qualitatifs, on établit la relation entre l'apport sédimentaire, le débit liquide, la taille des sédiments et la pente d'une rivière. Tout ça en tenant compte de la situation de la rivière, en érosion, en accumulation ou en équilibre. Prenons l'exemple d'un changement de l'apport solide sans changement des autres paramètres. Si on augmente l'apport solide, comme on le voit sur la figure, sans rien changer d'autre, la balance va pencher vers le dépôt. C'est la situation qu'on a vue précédemment. Prenons maintenant un cas où la dimension des grains change et où les autres variables sont constantes. Si la taille des sédiments diminue, comme ceux-ci sont moins lourdes, on n'aura plus de capacité de transport solide. Ça signifie que l'écoulement sera capable de produire de l'érosion. Sur la balance, on a une inclination vers l'érosion si on diminue la taille des sédiments et que tout le reste se maintient. Tout ça se traduit sur la loi de Lane, une loi qualitative qui permet néanmoins de comprendre l'évolution morphologique des rivières fluviales en fonction des considérations physiques simples. Regardons maintenant sur le même graphique et de façon qualitative l'évolution des 4 variables de la loi de Lane le long d'une rivière. Le débit liquide, à cause de la croissance de la surface du bassin versant, augmente vers l'aval. L'apport solide aussi augmente vers l'aval le long du bassin versant. Comme on en a parlé avant, à cause de l'usure, les sédiments se fragmentent et perdent en taille et poids vers l'aval. Cette décroissance se caractérise par une fonction de type exponentielle négative. Par conséquent, la pente des rivières décroît typiquement vers l'aval, comme le montre la figure. Et finalement, avant de terminer cette leçon, je vous présente quelques hypothèses qui seront admises par la suite pour vos calculs de dynamique sédimentaire. Nous allons admettre que les sédiments n'ont pas de cohésion, c'est-à-dire que des forces autres que la gravitation, telles que les forces électrostatiques entre les grains, ne se font pas sentir sur le sédiment. De même, les sédiments ne sont pas sujets à la flocculation et ils n'ont pas tendance à s'agglomérer entre eux. Ces hypothèses nous amènent à considérer seulement les fractions granulométriques les plus élevées, comme le montre la figure. Ainsi se conclut cette leçon dans laquelle je vous ai parlé des sédiments. N'oubliez pas que c'est la présence des sédiments qui marque la différence entre rivières et les canaux de l'écoulement à surface libre. Les sédiments forment la morphologie fluviale et sont responsables des changements incessants de la forme de l'état des rivières.